que je vais vous dire, c'est qu'on va commencer tout de suite le panel numéro 2 sur les défis et les opportunités en habitation. Nous avons 3 conférenciers présents et nous allons procéder de la même façon que tout à l'heure. Vous allez vous présenter un par un derrière le lutrin, faire votre présentation en 10 minutes autant que possible. Après une petite discussion, période de questions avec le public, où le public va également s'efforcer à faire des questions courtes et précises pour que vous puissiez également donner des réponses courtes et précises, c'est ça. Alors bon, je sens que ça va bien se passer. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première conférencière qui va être suivie, Karine Vincent. Pardon. Laurence Vincent, qui est coprésidente de Prével, qui est une entreprise familiale de plus de 100 employés. C'est une grande famille que vous avez. Au cours des 15 dernières années, elle a participé activement à la réalisation de plusieurs des 11 000 unités d'habitation que compte Prével à son actif, ainsi qu'au développement de projets marquants pour le paysage montréalais. Mentionnons qu'en mars 2019, l'entreprise s'est vue décerner le prix constructeur de l'année remis par l'APCHQ. Alors, vous êtes reconnu pour contribuer au développement urbain, au patrimoine bâti, ainsi qu'à l'accession à la propriété, et vous impliquez pour créer des milieux favorisant l'interaction humaine et la rétention des familles au centre-ville. Et je pense que et vous êtes au conseil d'administration de Vivre en Ville. Alors, on va vous écouter votre présentation de ce que vous avez à nous dire aujourd'hui sur les enjeux d'habitation. Alors, bonjour. La présentation de l'entreprise rapidement. Peut-être, Prével est souvent moins connu. On nous connaît plus pour nos projets, donc des projets qu'on a réalisés. L'année impériale, entre autres, qui sont des projets qui s'adressaient à des premiers acheteurs. Et je dois avouer qu'on a toujours essayé de faire un produit abordable. On essaie de faire des produits qui ont le meilleur rapport qualité-prix, qui peuvent rejoindre une clientèle de propriétaires occupants et de premiers acheteurs. Ceci étant dit, l'abordabilité est relative, les prix montent, c'est de plus en plus cher. Habiter les quartiers centraux, c'est de plus en plus difficile, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de Montréalais qui pouvaient aspirer à habiter les quartiers centraux, à être propriétaires dans les quartiers centraux. Aujourd'hui, on peut voir que c'est de plus en plus difficile. Donc, dernièrement, on s'est mis à regarder un petit peu plus en périphérie. On vient de commencer un projet qui est à l'est du pont Jacques-Cartier, qui est un immense terrain vague qui est utilisé comme stationnement, qui est à l'abandon depuis longtemps. Et on a lancé notre première phase pour entamer ce grand projet-là qui s'adresse idéalement, encore une fois, à des premiers acheteurs, à des propriétaires occupants. C'est un défi de tous les jours parce que, dans les faits, la demande est beaucoup plus grande que l'offre qu'on est capable de mettre sur le marché. Donc, on a mis en marché 114 unités et on a eu plus de 1000 demandes de rendez-vous. Donc, la difficulté, c'est de réussir à ce que ce soit le propriétaire occupant ou le premier acheteur qui ait accès à ces unités-là, principalement les plus petites unités qui sont aussi un grand attrait pour l'investisseur. Et on ne parle pas d'investisseurs étrangers, on parle vraiment de gens là, comme vous et moi qui décident d'avoir une ou deux unités en location pour diversifier leur investissement. Donc, comment on fait pour faire face à ce marché qui est changeant et comment on fait surtout pour rejoindre la bonne clientèle? C'est une question qu'il va falloir se poser. Puis je vais vous parler principalement d'achat de condos. On va parler aussi de locatif. On sait que c'est un problème actuellement. Il y a de moins en moins d'unités disponibles. Mais si on veut créer un quartier mixte, de pouvoir offrir de l'habitation pour tous, il faut qu'il y ait du logement social, il faut qu'il y ait du logement locatif, mais aussi il faut qu'il y ait de la propriété. Pour, c'est évidemment discutable, mais le jour où on rembourse une hypothèque, souvent, on crée une certaine valeur. Puis si le marché prend beaucoup d'expansion, ben on va pouvoir utiliser cette valeur qui a été créée là pour acheter à nouveau. Donc, on va pouvoir rester propriétaire dans un marché en deuxième ou en troisième investisseur. Donc, le sujet du terrain actuel,
C'est vraiment une occasion exceptionnelle. La ville a une vision qui est particulièrement inspirante, où on parle de quartiers résilients, d'équipements collectifs, de lieux publics multifonctionnels, faible empreinte écologique, un milieu de vie complet, de la place pour les familles, la mobilité active, un réseau d'espaces verts publics intégrés, une identité renouvelée, etc., etc. On ne peut pas être contre la vertu, on rêve tous d'un quartier comme ça. Le défi, c'est de transformer une vision puis des principes directeurs en un projet réel, dans un délai raisonnable, dans un moment où Montréal a de la difficulté à préserver son abordabilité, vit une pénurie de logements, puis envisage d'accueillir environ 320 000 nouveaux ménages dans les 10 prochaines années. Fait qu'on peut voir la complexité du défi, surtout qu'on veut que ce soit abordable, que ce soit mixte, que ce soit innovant, que ce soit dynamique, que ce soit sécuritaire, éco-responsable, que ça intègre un maximum d'espace vert, qu'il y ait du transport, qu'on puisse justifier le transport en commun. Donc, tous ces éléments-là, puis Christian a très, très bien mis la table dans sa présentation précédente, c'est par la densité qu'on peut le réaliser. C'est pas à travers simplement la densité qu'on va garder l'abordabilité, mais c'est évidemment en mettant davantage d'unités sur le marché. Puis c'est là on tombe simplement dans la loi économique de l'offre et de la demande. Si on n'a pas suffisamment d'offres pour une demande donnée, les prix augmentent. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Si, peut-être à un extrême, mais si on a trop d'offres pour une demande, ça ne veut pas dire que les prix vont chuter dramatiquement, mais au moins, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'offres sur le marché. Je sais que la densification, c'est un mot qui fait peur. Donc, on connaît notre ville, on l'aime à 3 étages, on aime les triplex du plateau Mont-Royal et les grandes tours nous font peur en général. Quand on pense à Toronto, Vancouver, on imagine les grandes tours en verre, puis on veut surtout pas que Montréal soit fait sur le même modèle. Mais il faut quand même réaliser, puis on a beau louanger autant qu'on veut le plateau Mont-Royal. Si on prend 100 000 pieds carrés, ce qu'on avait dans le Faubourg des Récollets, un projet qu'on a réalisé entre 2012 et 2020, on avait 100 000 pieds carrés de terrain sur un ancien stationnement. On a réalisé 900 unités d'habitation avec un petit peu de bureau puis un petit peu de commerce. Si on avait pris exactement le même terrain puis on avait mis des triplex, bien, on aurait eu 120 logements. Donc, il y a 7 fois moins d'unités. Qu'avec des tours avec une certaine hauteur. Puis là, on parle pas, on est dans des tours de 6 à 14 étages. Donc, on n'est pas dans des dimensions qui sont terrifiantes. Évidemment, on veut créer ce sentiment de quartier. L'échelle humaine, c'est ce dont on parle le plus quand on parle de densification. Donc, il faut trouver des stratégies pour faire de la densification intelligente. Il faut réfléchir d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, puis surtout le feeling qu'on va avoir quand on va être sur un lieu donné, parce que on veut se sentir bien dans notre ville, c'est l'objectif ultime. Donc, il faut penser aux citoyens, à l'expérience humaine, et puis à l'ADN qu'on va avoir pour notre ville. Ce qu'on a travaillé dans notre projet à l'est du pont Jacques-Cartier, puis là, ce sont des images d'inspiration, c'est la première phase qu'on a mis en vente, c'est de travailler le rez-de-chaussée, les premiers étages, qui sont en fait le rapport avec l'humain. C'est l'expérience piétonne qui prime. Donc, dans les 2 premiers étages, on a travaillé à recréer une trame urbaine qu'on aime et qu'on connaît, entre autres celle des triplex, entre autres celle des petites volumétries à la verticale. Donc, on retrouve des escaliers à colimaçon, des typologies de logements qui sont traversants, qui peuvent aller jusqu'à la cour pour répondre aux besoins familiaux. Sur les étages supérieurs, en ayant une entrée à partir de la rue, on peut aussi avoir des plus petits logements pour répondre à une autre demande. Et tout ça, bien, c'est de favoriser que les gens rentrent directement à partir de la rue pour créer cette expérience piétonne-là, pour donner l'occasion aux gens de se croiser sur le trottoir, de pouvoir avoir une interaction avec un citoyen qui habite à 2 rues de là, de faire vivre une vie de quartier. Et pour l'aspect commercial, ce qu'on a travaillé, c'est que plutôt que d'avoir des gros blocs monolithiques, bien, on est juste à l'est de Papineau, à un endroit où la rue Sainte-Catherine est peut-être moins florissante. C'est de garder cette trame-là qu'on connaît, même s'il y a de la surhauteur en arrière, même s'il y a plus d'étages, mais que quand on marche, on sent que c'est des petits commerces. C'est une expérience qu'on va avoir des vitrines différentes. On est diverti au fur et à mesure qu'on marche. Donc, on n'est pas
dans un sentiment que c'est un seul et même immense projet, mais c'est morcelé en petits projets, en petites maisons, en petite architecture qui ramènent l'échelle humaine. Après, si on donne un retrait puis on va chercher davantage de hauteur, bien, on permet d'amener davantage de gens qui vont faire vivre les commerces, qui vont animer les trottoirs, qui vont amener de la sécurité, mais sans pour autant rendre la hauteur oppressante. Et on parle beaucoup de densité. Il faut comprendre que la densité, on peut la réfléchir d'un point de vue compacité, c'est-à-dire que c'est plus écrasé, mais qu'on occupe plus d'espace au sol, ou d'aller en hauteur. Et encore là, la hauteur fait peur parce que c'est pas le modèle de Montréal. Donc, on a le réflexe de dire, bon, on est mieux s'étendre davantage et aller moins haut. Ce que ça donne comme conséquence, c'est que les espaces verts sont diminués le jour où on ne va pas suffisamment en hauteur. Quand on peut se permettre de mettre exactement le même nombre de pieds carrés sur 20 étages au lieu de 8 étages, on va dégager plus d'espace au sol, on va pouvoir... puis on s'entend, là, c'est pas juste cosmétique, c'est ça aussi le développement durable, c'est d'avoir de l'espace pour mettre de la végétation, pour avoir de l'ensoleillement, pour profiter des parcs à l'extérieur, puis d'avoir des espaces suffisamment grands pour que ça devienne intéressant. La qualité des espaces publics pour que la densité soit intéressante et acceptable est essentielle. Puis c'est pas juste de faire un concours d'architecture, que ça gagne des prix à travers le monde. Il faut qu'il y ait de l'appropriation citoyenne. Il faut qu'on sente un peu au modèle des ruelles qu'on aime tant dans nos quartiers montréalais. Pourquoi c'est le fun, une ruelle? Parce que ça n'a pas été, là, sans rien enlever à la planification des architectes en aménagement paysager, mais ce n'est pas que ça, c'est qu'il y a eu un tronc d'arbre qui a été coupé, puis finalement, bien, les citoyens, ils ont mis une planche de plywood, puis ils se retrouvent là pour prendre un verre de vin ou faire des sauces tomates. C'est spontané, c'est approprié, c'est les gens qui se sont impliqués dans leur milieu pour en faire un milieu vivant. C'est essentiel pour que les places publiques vivent, pour que ça devienne un milieu intéressant et vivant. J'entendais Christian plutôt parler du 6 étages. C'est un peu dramatique, puis je peux comprendre que dans les quartiers qu'on connaît aujourd'hui, 6 étages, c'est déjà un changement. Mais c'est un peu dramatique le jour où on se dit il y a 320 000 nouveaux ménages qui s'en viennent, qui n'ont pas d'habitation aujourd'hui, puis qu'on construit du 6 étages à proximité de bouches de métro ou qu'on se donne pas la possibilité d'en offrir davantage. Je comprends qu'on peut être dérangé par le changement, mais il faut trouver une solution, il faut avoir l'intelligence, la créativité, ce qu'on a à Montréal, pour créer une densité qui va répondre aux besoins, où on va pouvoir offrir la possibilité d'aller en ville, en hauteur, versus l'alternative qui est l'étalement urbain. En termes d'habitation, je vais continuer à parler. Je sais on pas a nos signes. OK, c'est bon. J'ai pris ça qu'il me reste 10 minutes, c'est bien ça? En termes d'habitation, il faut que je fasse l'apologie du petit logement. On a tous un peu en horreur de ce qu'on connaît, le petit condo. On s'imagine tous que c'est terrible, puis que on empile les gens un par-dessus les autres, puis que les gens, ça donne pas de bon sens, le réflexe qu'on entend. Quand on se dit qu'un 400 pieds carrés ou un 350 pieds carrés, c'est pas le rêve de personne. Il y a personne qui se lève un matin, qui prend tous ses petits sous à la banque puis qui se dit hey, « moi, je rêve pour le restant de mes jours d'habiter dans 350 pieds carrés ». Non, c'est que c'est ça que son budget lui permet d'avoir. Et si on se dit que jour 1, on est capable d'accepter de vivre dans 350 pieds carrés, puis que c'est pour quelques années qu'on va leur vendre, qu'on va prendre de la valeur, puis qu'on va peut-être pouvoir s'acheter un 500 pieds carrés, puis que dans quelques années, on va s'être 1000 pieds dans l'immobilier, puis l'immobilier, on le sait, là, les prix augmentent, donc la valeur augmente. On va pouvoir être le deuxième puis le troisième acheteur qui va un jour pouvoir s'acheter un 700-800 pieds carrés, qui va peut-être rencontrer une fille qui a aussi acheté un 5 ou un 600 pieds carrés, qui vont s'acheter un 1000 pieds carrés ensemble, qui vont peut-être avoir des enfants et avoir les moyens de s'acheter un 1000-1200 pieds carrés en restant dans les quartiers centraux ou tout au moins à Montréal sur le long terme. Donc, ça se fait pas jour 1 de créer la capacité à vivre à Montréal et à acheter à Montréal, mais il faut embarquer rapidement dans le marché avec des petites superficies pour pouvoir se le permettre. Donc,
oui, les petites superficies peuvent être attrayantes pour les investisseurs, mais c'est aussi l'occasion de répondre à un besoin où les budgets sont de plus en plus serrés. Puis je vais aller plus loin que ça. On a fait des 400 pieds carrés avec chambre fermée. On a un 634 pieds carrés avec 2 chambres fermées, puis on a un 738 pieds carrés, 3 chambres fermées, une salle de bain, un powder room. Il n'y a pas de walk-in, mais il y a un comptoir lunch. La notion de pieds carrés, c'est pas grand, 738 pieds carrés. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet à une famille ou à une mère monoparentale d'acheter au centre-ville, d'avoir sa propriété et en répondant avec des espaces communs pour venir compléter l'offre d'habitation. Donc, dans un de nos projets, on a deux tours au centre-ville sur René Lévesque et près d'Atwater. C'est un projet où on a 40% de nos unités qui sont en 3 ou en 4 chambres. On a un mini-gym, une salle créative, une cuisine communautaire, 30 000 pieds carrés de parc au sol parce qu'au lieu d'aller en compacité, on est allé en hauteur. On a aussi un centre sportif, on a un lounge pour les parents que, mettons, les enfants sont peut-être un petit peu moins bienvenus. On a des espaces pour travailler dans les lobbies. Donc, par les espaces communs, puis c'est un peu ça l'économie du partage, c'est que peut-être qu'on peut payer moins pour l'habitation en elle-même, mais par la densité, par le nombre, on va pouvoir s'offrir probablement plus de services que si on s'achetait, on souhaitait avoir l'ensemble de ces pieds carrés-là de façon individuelle. Puis c'est comme ça qu'on va contrer le rêve de beaucoup de dire, moi, je veux ma maison unifamiliale avec mon terrain, mon sous-sol, mon garage, la salle de jeu, chaque chambre pour un enfant. Probablement que si on veut habiter en ville en tant que famille, ça ne sera pas possible. Mais, par exemple, il va y avoir des lieux communs où on va pouvoir y aller. Il va y avoir davantage de services. Il va y avoir une garderie à proximité. Donc, c'est en composant avec le nombre de pieds carrés privés et le nombre de pieds carrés collectifs. Oui, collectifs au projet, mais aussi collectifs à l'ensemble par des espaces publics intéressants, peut-être même des espaces partagés avec du bureau, avec des espaces communautaires. Donc, évidemment, avec le logement social aussi, qui souvent ont de la difficulté à se permettre d'avoir des unités communautaires à l'intérieur. Je pourrais continuer longtemps, mais je sens que... Oui. J'ai parlé tout ce que je pouvais. Quand j'ai le signe comme ça, c'est vraiment, j'ai plus de marge de manœuvre. Mais je peux vous dire qu'on vous a écouté, qu'on a retenu vos points et que vous aurez encore l'occasion de répondre à des questions puis d'ajouter des choses que vous n'aurez pas eu le temps de dire. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier est M. Guy Favreau, qui m'a dit, lis pas tout ça, mais il est quand même architecte, membre fondateur d'Edifica, et il est surtout un expert depuis plus de 20 ans de développement durable. Il est précurseur, dit-on, des meilleures pratiques du développement durable. Il a vu l'application de ces stratégies écologiques dès la conception des différents projets qu'il a pilotés ou auxquels il a contribué. Et je lui donne la parole pour qu'il puisse nous en parler plus longuement. Très bien, merci. Alors, Christian, il n'est pas là. Non, c'est avec Christian qu'on a amorcé la réflexion avant les années 2000, en 1998. Alors, quand on faisait nos recherches sur bâtiments écologiques, ce qu'on retrouvait, l'environnemental en Amérique du Nord, c'était faire la gestion des sols contaminés et faire la gestion des déchets. C'était ça l'environnement dans le domaine bâti. Il y a du chemin qui s'est fait dans 20 ans. J'ai hâte de voir où on va être rendu dans 20 ans. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est nos réflexions actuelles sur certains points particuliers. On a participé à plusieurs projets de certification, projets de réalisation de projets sociaux et privés qui sont à caractère écologique. Et il y a des leçons à retirer de ça. Pour aujourd'hui, pour l'instant, je peux vous dire que la question de l'intégration de la famille, parce que c'est une grande question qu'on se pose à Montréal et ailleurs, pour éviter l'étalement urbain, c'est toute cette notion de comment va-t-on réintégrer la famille au sein d'une plus grande densification urbaine. C'est une question qu'on se pose à travers l'Amérique du Nord et en Europe.
Je pense qu'il faut penser, un peu comme Laurence le soulevait, à toute la dimension de la vie d'une famille. Et vous allez voir, moi je pense qu'il faut même aller plus loin que juste Laurence qui s'arrête au petit enfant, à l'enfant, à la blonde, à l'enfant, mais il faut commencer à parler aux grands-parents. Pour ceux qui sont grands-parents, on aime bien être près de nos enfants. Donc, je pense que s'attarder à toute la dimension de la vie, du besoin familial, répond aussi à plusieurs autres besoins. J'ai toujours dit, assurer l'accessibilité universelle, c'est aussi assurer une plus grande flexibilité pour la mère en pouce-pouce, pour la personne âgée qui a de la misère à se déplacer. C'est pas juste, ça répond à plusieurs besoins. La biophilie, l'écophilie, la biophilie, c'est toutes des notions, je pense, qui font partie maintenant de notre culture. C'est toutes des notions qu'on commence à intégrer puis qui commencent à transpirer dans notre être et dans notre façon de repenser nos projets. Pour quelques exemples, je pense que c'est important, quand on s'attarde au projet, de concevoir de penser au bien-être de l'individu, de passer de l'individu à la famille, à la collectivité locale, au quartier, et c'est par ordre croissant qu'on établit et qu'on retrouve nos inspirations des différents projets. À Montréal, que ce soit le plateau de Michel Tremblay ou Saint-Laurent de Mordecai Eckler ou Saint-Henri, il y a une culture montréalaise qui nous appartient, qui est très riche et auquel on devrait s'inspirer. Il y a beaucoup d'éléments à retirer de ça qui pourraient, on a parlé de la ruelle, c'est très juste. On a une façon de vivre nos ruelles qui est très différente. Et on pourrait exploiter, et on devrait exploiter cette culture de la vie collective. On doit, moi je pense aussi, s'attarder et oser penser, par exemple, à la manière qu'on va intégrer les besoins familiales. C'est vrai, les exemples, il y a des exemples torontois, il y a des exemples de Laurence qui sont vraiment enrichissantes à cet égard-là. Je pense qu'il faut oser intégrer les enfants, le jeu. C'est pas juste dans la toiture, c'est pas juste au rez-de-chaussée, mais c'est dans le bâtiment. Il faut oser découper et donner la place aux enfants et aux familles. Le partenariat, il est important. Moi, je pense que le partenariat entre les collectivités, les comprendre, les différentes unités ou les différentes expressions sociales et culturelles, ils ont tous quelque chose de très riche à nous apporter. Je pense au travail qu'on fait pour le social et la richesse des commentaires et des suggestions qui viennent des gens de cultures différentes de la nôtre est extrêmement enrichissante. Et elle enrichit notre valeur culturelle à Montréal. Établir le bien-être, c'est aussi favoriser l'activité physique. Donc comment est-ce qu'on peut traiter ou articuler notre architecture pour encourager l'usage des escaliers, l'usage de la passerelle, l'usage du lieu commun de rencontre et de partage. Il y a toute la notion du well-being. Hein. On parle d'accès à la lumière, d'accès aux éléments verts, d'accès à une communauté diversifiée, des services, etc. Je pense qu'il y a des notions là, qui sont importantes à définir, à intégrer et à valoriser. Une question, toute la question culturelle, comment est-ce qu'on célèbre Montréal avec ses caractéristiques propres, je pense particulièrement aux murs, pas nécessairement graffités, mais certainement les murs où il y a une expression artistique, c'est très riche. C'est l'expression de nos quartiers favoris. Là. Je pense que c'est important. C'est des expressions, c'est des inspirations locales qui peuvent animer la façon qu'on conçoit du bâtiment neuf. Il faut oser. Moi, je pense qu'il faut oser prendre des risques.
Christian a mentionné la question des talons hauts. On était un des premiers avec Christian à faire ce type de stationnement-là, et c'est très juste. C'est une anecdote à la fois drôle et triste. Mais maintenant, on voit le quartier Rosemont, ça fait partie de ces normes de faire du stationnement qui est vert. On a fait des projets de coopératives où ces stationnements-là, on les a faits en tandem, c'est-à-dire une auto en arrière de l'autre, et où l'été, ces gens-là enlèvent les autos et mettent des tables de pique-nique et ça devient un lieu commun. Il faut savoir, il faut avoir le courage de laisser les gens et de suggérer et de s'inspirer, d'oser faire autrement. On va se tromper, mais les résultats sont plus souvent qu'autrement assez intéressants. Le repenser le multigénérationnel. Il y a un besoin à la fois de l'isolement des personnes âgées, ce qui est un besoin de plus en plus important, et il y a un problème d'accès à la propriété. Il y a des programmes, Vancouver commence à travailler en hauteur des unités du type triplex, mais dans une tour. Il faut le faire, là, où on peut s'imaginer l'achat de l'unité du rez-de-chaussée qui est au 10e étage, comprend aussi 2 autres étages, mais qui est l'unité familiale. Et c'est ces enfants qui sont là. Alors, il y a toute cette notion du partage de notre patrimoine, du fait qu'on ne s'isole pas, on se rapproche de nos familles, et on est en train de visionner ou voir un nouveau modèle qui est fort prometteur. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait considérer ici. C'est un besoin réel et criant. L'accès à la propriété, quasiment la surcapitalisation, les valeurs qu'on a réussi, les grands-parents à créer ou à maintenir, et nos besoins qui s'amoindrissent. On n'a pas besoin d'aller passer nos hivers là, dans le sud avec une deuxième maison. Je pense qu'il y a un enrichissement de pouvoir offrir cette opportunité-là. C'est une opportunité qu'on n'a pas. Toute la notion de retenir... Bon, il y a un paquet de normes. On parle de BREEAM, je sais qu'ici, vous regardez le BREEAM anglais, c'est bien, mais il y a un paquet d'autres normes, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que sont souvent des normes qui sont difficiles à saisir, mais elles nous renseignent, et ça établit des standards. J'ai trop souvent vu des projets de quartiers écologiques au Québec avec des grandes intentions où, une fois que le propriétaire a vendu, le développeur, que ce soit public ou semi-public, se retrouve dans une situation où on va lâcher les critères et les objectifs. C'est carrément... Il faut éviter ça. On a l'exemple allemand, et il y a des exemples en France aussi, où la gouvernance de la suite du développement est hyper importante pour maintenir les objectifs qu'on s'est établis. Sinon, on va les perdre. C'est pas facile de faire du quartier écologique. C'est pas facile de faire de l'éco-énergie. Ça prend de l'énergie. Donc, voilà, je pense que c'est important de maintenir et d'assurer la continuité de la gouvernance. Si Christian a réussi dans 20 ans ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a été là pendant 20 ans avec son équipe. C'est lui qui maintenait la barre. Et je pense qu'à Fribourg, c'est un peu le même exemple. Il y a eu une institution qui était sur place, qui assurait la rencontre des critères qu'on s'est établis. Si vous n'avez pas ça, vous avez de fortes chances de perdre les opportunités, soit d'intégration de famille, même si c'est réglementé, là, on travaille trop souvent à essayer de passer à travers ou à côté de ces exigences-là. Alors, gouvernance, elle est hyper importante. Monsieur Favreau, tout oui. ce que vous dites est extrêmement intéressant. Oui. Ça, c'est ma préhension. Je vais sauter à la dernière. Mais il faudrait sauter un peu. Okay. Je vais sauter à la dernière. C'est parce que, pour moi, la valeur d'un projet. On a beaucoup parlé de la valeur économique. Le problème, c'est souvent de l'évaluation économique des projets écologiques.
il n'y a pas une reconnaissance formelle des efforts qui sont faits là-dessus. Alors qu'on sait que ces évaluations-là amènent un meilleur produit, quelque chose qui est plus rentable. Pour vous donner un exemple, à Londres, les projets de bureaux écologiques ont une valeur d'à peu près 25% plus fort que le bureau comparable qui n'est pas écologique. On n'est pas encore dans cette logique-là ici en Amérique du Nord. Et c'est dommage parce qu'on sait que le projet vert, le projet certifié, c'est des projets qui ont une plus grande valeur et on n'actualise pas ces valeurs futures-là aux investissements courants. Les fonds d'investissement FTQ se posent la question, Desjardins se pose les mêmes questions aussi. Alors, Christian a soulevé la question. On est d'autres à vivre en ville où on se pose ces mêmes questions-là. Quelles sont et comment est-ce qu'on peut intégrer une économie réelle, vérifiable, à une démarche écologique qui, on sait, est plus rentable. Et c'est la même chose au niveau de la fiscalité municipale. Elle ne tient pas compte des valeurs et des opportunités futures qui sont générées par cette démarche-là. Alors, il faudra avoir une réflexion et une démarche qui est un petit peu plus rigoureuse et un petit peu plus courageuse à cet égard-là. Merci. Ça, c'est tout. Bien, merci beaucoup. On va, pour terminer, écouter M. Jean-Pascal Baudouin, qui agit à titre de développeur, conseiller et gestionnaire pour différents organismes à vocation sociale depuis les années 90. En 2004, il se joint à Bâtir son quartier à titre d'agent de développement et depuis 2012, il a rejoint l'équipe de direction à titre de coordonnateur en charge des projets. Il a réalisé une vingtaine de projets immobiliers totalisant plus de 300 millions de dollars. Construction neuve, rénovation, transformation. Il a contribué à plusieurs innovations au niveau social, des montages financiers et des types de propriétés. Alors là, vous avez environ 10 minutes, peut-être un peu plus pour être plus juste, pour 11, pour que vous nous en parliez. Je vous écoute. Excellent. Merci à l'ECPM de nous avoir invités à venir partager notre expérience en habitation communautaire, également à partager nos réflexions sur la mise en place des écoquartiers. Donc oui, je vais juste m'assurer que je maîtrise... Oui, je le maîtrise. Formidable. Donc, la présentation, principalement, c'est d'exposer les liens qui existent entre l'habitation communautaire et la démarche d'écoquartier. Je vais faire référence à certains projets qu'on a réalisés au cours des 15 dernières années, puis des projets qui vont nous permettre d'identifier des leçons, des défis, justement, donc pour voir quelles sont les leçons qu'on peut transposer dans la mise en place d'écoquartiers. Et finir en conclusion, j'espère, avec ma dernière diapositive, sur des éléments de vision. Vite, Bâtir son quartier, donc, fait partie de la grande famille de l'habitation communautaire. L'habitation communautaire existe au Québec depuis une quarantaine d'années. Principalement, on est à Bâtir son quartier, une entreprise d'économie sociale. On fait du développement immobilier d'habitation communautaire. Un des éléments qui nous distingue, c'est qu'on travaille en concertation avec les communautés locales, également dans un processus d'accompagnement et de prise en charge des personnes et des groupes qui vont devenir propriétaires et gestionnaires de leurs projets d'habitation. À Montréal, il y a 3 autres groupes de ressources techniques, donc des organismes semblables à Bâtir son quartier, le groupe CDH, le Rommel, ainsi que Atelier Habitation. D'ailleurs, je salue mes collègues ici dans la salle. Donc, on nous a demandé de quelle manière l'habitation communautaire s'insère-t-elle dans une démarche d'écoquartier et également, est-ce que l'habitation communautaire est capable de relever les défis liés à l'implantation d'un écoquartier? En d'autres mots, est-ce que c'est faisable l'habitation communautaire dans le contexte d'un écoquartier? Alors la réponse, elle est oui, c'est faisable. Non seulement elle est faisable, mais c'est également essentiel et l'habitation communautaire peut être excessivement contributive à l'établissement d'un écoquartier.
Vite, l'habitation communautaire, bon, je mentionne quelques caractéristiques là, pour se situer. Donc, propriété collective, on parle de coopératives d'habitation, d'organismes à but non lucratif en habitation, un désir de réponse aux besoins de logement, particulièrement auprès des ménages à faible et modeste revenu, également auprès de personnes ayant des besoins particuliers. On parle de participation, gestion démocratique, également. Donc, un contrôle, justement, par cette gestion-là des conditions de logement, ainsi qu'une pérennisation d'un parc locatif. Donc, vraiment, l'habitation communautaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le long terme et il y a un contrôle sur le long terme grâce à la mise en place de ce type de projet-là. Ici, écoquartier, donc je ne reviendrai pas sur les explications, les définitions d'écoquartier, mais bon, on a repris le label français, parce que oui, c'est 600 écoquartiers qui sont en démarche en ce moment en France, donc, et ils ont identifié, bon, 4 grandes dimensions que je reprends ici. Principalement, dans les prochaines diapositives, je vais exposer 4 projets. On est épuisé dans 4 projets pour illustrer certains liens qui nous apparaissent essentiels entre la réalité de réalisation d'un projet et comment ça peut se transposer lorsqu'on arrive à l'étape de planifier un écoquartier. On a vu la dimension environnement et climat, donc une question légitime. Hein? Est-ce que vous êtes capable, en habitation communautaire, de réaliser des projets dans lesquels il y a des éco-bâtiments? Est-ce que vous êtes capable d'insérer un ensemble de mesures vertes, sachant que fort probablement, il y a des coûts additionnels? Donc, la réponse, c'est oui. La preuve en est qu'on est en mesure d'aller chercher une certification LEED. On ne jure pas que par la certification LEED. La seule chose, c'est que c'est une certification qui permet de confirmer que oui, ce bâtiment-là a un ensemble de mesures qui fait que c'est considéré un éco-bâtiment. On a rarement l'argent pour se payer la certification. Par contre, c'est possible, néanmoins, de faire des projets qui sont certifiables. Même que ce soit certifié ou certifiable, lorsqu'on veut faire des efforts accrus au niveau du bâtiment, d'insérer un ensemble de mesures, oui, c'est des coûts additionnels, puis ça reste que c'est un défi. Donc, on l'a fait par le passé, on est encore capable de le faire, mais ça reste un défi de pouvoir faire un montage financier qui permet de faire ces ajouts-là. Il y a des éléments qui relèvent du choix, puis tant mieux, mais il y a aussi des coûts additionnels. Un premier exemple, donc, les ateliers municipaux de Rosemont. Ici, je fais référence à Côte au Vert et Un toit pour tous. Un projet, donc, qui s'est réalisé avec une insertion de plusieurs mesures vertes. On a une situation extraordinaire. On est à côté de l'édicule du métro Rosemont. Donc, possibilité de faire valoir le transport actif. Ceci étant dit, puis là, je n'énumérerai pas l'ensemble des mesures qu'on a pu intégrer. Je veux ici, par cet exemple de projet-là, attirer notre attention sur l'importance d'une démarche intégrée avec la communauté. Si on a pu réaliser ce projet-là avec cette vision de développement, c'est grâce à l'implication des organismes du milieu et des citoyens, tant au niveau de la planification, donc dans l'élaboration de la vision, que dans les phases suivantes de développement. Je sens que je vais devoir accélérer. On est dans la dernière phase pour les ateliers de développement des ateliers municipaux. Donc, l'Office municipal d'habitation qui déménage son siège social et également la construction d'une résidence pour aînés. Donc, un projet mixte de l'habitation, de l'emploi, le tout construit sur le fameux édicule du métro Rosemont. Excessivement complexe au niveau technique, administratif, financier, plusieurs intervenants, des ententes à convenir, beaucoup de mots de tête. Comment on arrive à surmonter cette complexité de planification-là? À notre avis, il y a eu 2 ingrédients gagnants. Un premier, vraiment une vision puis une volonté commune de réaliser ce projet-là de la part de l'ensemble des intervenants. Et également la mise sur pied d'un mécanisme de coordination. Donc, il y avait un comité de coordination, de pilotage avec un noyau de base, donc différents intervenants clés. On pense à la ville, entre autres, et l'Office municipal, le GRT. Et on a été, donc, avec ce comité de pilotage-là, en mesure d'élargir au moment opportun avec d'autres intervenants. En plus, il y a eu un comité de direction qui a été capable de prendre des décisions opportunes au moment opportun et venir trancher lorsque nécessaire.
Le bassin du Nouveau-Havre, dans le quartier qu'on appelle maintenant Griffintown, donc, mais plus précisément dans la petite Bourgogne. On est aux abords du canal de la Chine. Intéressant, le quart de l'hippodrome en termes de superficie. Une planification qui a eu lieu avant 2010, principalement du résidentiel, donc 2500 unités d'habitation, dont le 20% est dédié à l'habitation communautaire. À l'époque, c'était, bon, l'arrivée de 2500 ménages, c'est quand même pas rien, là, c'est pas mal de monde. L'habitation communautaire, d'ailleurs, a plusieurs ménages, de grands ménages, là, des familles. Et donc, on pouvait anticiper des besoins nouveaux. Mais malheureusement, à l'époque, on n'a pas été capable de prévoir ces nouveaux services de proximité. Un exemple. L'éducation, 2500 ménages avec des enfants, à un moment donné, il manque de la place dans les classes, besoin de nouvelles classes. Avant 2010, la commission scolaire n'était pas capable de dire oui, on a besoin de classes additionnelles, donc on va prévoir, puis on va essayer de réserver une place sur ce site-là. L'année passée, en 2018, la commission scolaire fait un appel d'offres pour dire il manque de la place dans le quartier, il faut des classes additionnelles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bonne nouvelle. Dans la dernière phase, il reste un dernier terrain à développer en habitation communautaire, puis on a décidé de relever le défi parce que ça nous apparaissait essentiel qu'on puisse avoir une école additionnelle dans le quartier. Donc, un projet mixte dans lequel il va y avoir du logement et une école qui va être intégrée avec ce bâtiment-là. Même chose vite pour les CPE. À l'époque, pas d'appel d'offres, pas de place disponible. Évidemment, on a besoin d'espace en centre de la petite enfance. Bonne nouvelle, on est capable de réserver 2 locaux au rez-de-chaussée d'un projet d'habitation communautaire pour intégrer ces nouvelles places-là en CPE. Donc, on est un peu chanceux, on a été aussi audacieux, c'est-à-dire qu'on sauve la mise en post-planification. Là, je sens que mon temps s'écoule rapidement. Donc, allons directement. Qu'est-ce qu'on peut retirer à partir de ces projets-là? Nous, on a réfléchi des projets, évidemment, pour qu'ils soient le mieux intégrés possible dans le quartier, qu'ils soient en complémentarité. Ceci étant dit, on travaillait des projets à l'échelle projet. Un écoquartier, c'est une chance extraordinaire, là. Ici, avec l'hippodrome, avec l'ensemble du site, on peut réfléchir à une autre échelle et permettre justement une collectivisation d'un ensemble d'éléments. Donc, occasion unique, extraordinaire. Et en même temps, il y a des défis. Donc, rapidement, il y a le défi de l'implication et de la participation de la société civile. On l'a vu dans les projets que j'ai énumérés avant, c'était essentiel dans la réussite. Ça reste essentiel dans la réussite de la mise en place d'un écoquartier. La gouvernance, coordination des parties prenantes, on l'a vu. Surmonter l'organisation en silo. Nos organisations là, ont le réflexe naturel de travailler en silo. On prend l'exemple là, des commissions scolaires qui n'ont pas pu se positionner à l'époque pour avoir une école sur le site des bassins. Aujourd'hui, ils s'en vont en appel d'offres. Donc, ils sont déphasés par rapport à ce qui se passe. On le rencontre dans toutes les organisations. Là, je parle de la commission scolaire, mais c'est vrai pour nous tous, ici présents, j'en suis sûr. Pour l'autre thème, anticipation du déplacement de coûts et de financement, si ça vous intéresse, posez-moi la question tantôt, ça va me faire plaisir de vous donner un exemple. Élément de vision, évidemment un écoquartier, donc empreinte écologique minimale, petite mise en garde que j'ai entendue d'ailleurs avant moi, évitons la vitrine technologique. On pourrait être tenté de vouloir innover, de mettre des nouvelles technologies. Il faut comprendre que ça a des impacts, ça peut il y a un fardeau de risque qu'on peut imputer aux occupants et également aux propriétaires, aux futurs propriétaires. Capacité d'adaptation et de résilience, réfléchissons à l'écoquartier de manière évolutive. Une des mesures intéressantes, c'est le fameux design évolutif. On voit que les choses peuvent évoluer avec le temps. Puis ça, c'est un peu paradoxal parce qu'il va falloir qu'on choisisse. Hein, puis là, on va choisir, on va faire des choix ici là, pour l'écoquartier en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans 10 ans, ça va être d'autres choses. Donc, à un moment donné, il ne faut pas attendre 10 ans, il faut le faire, l'écoquartier. Mais si on est capable de le faire avec une certaine capacité d'adaptation, d'évolution, bien, on va pouvoir justement assurer une évolution. Réinventons pas une ville dans la ville, allons-y en complémentarité avec ce qui existe, ça a déjà été mentionné. Je reviens sur la coordination des parties prenantes.
On veut évidemment répondre à un ensemble de besoins en logement avec des services de proximité, mixité d'usage avec place aux entreprises collectives. N'oublions pas les entreprises collectives. Donc, le tout pour créer un milieu de vie dynamique, solidaire, dans lequel l'habitation communautaire peut jouer un rôle essentiel et excessivement contributif. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a entendu 3 présentations, hein, sur les défis et les opportunités en matière d'habitation, mais on a vu que ça déborde de l'habitation. L'idée, c'est pas juste de construire des logements. Quand il y a des logements, il y a des habitants, et les habitants, ils ont besoin de vivre ce quartier, vivre dans ce quartier-là, hein, de voir ce quartier connecté à d'autres quartiers. Vous direz que c'est quoi le défi quand on part un quartier de zéro comme ça en matière d'habitation et de création d'un quartier qu'on va dire écologique? Bien, le premier défi, c'est d'avoir le premier résident qui va être prêt à habiter là pendant 10, 15 ans de construction. Ça en prend un courageux, là, parce que ça va être un chantier, ça va être de la boîte, ça va être... Fait qu'il y a toute la réflexion à avoir au niveau de l'organisation du chantier, par où on commence, comment on rend ça viable rapidement. On l'a vécu, on a développé les bassins du Havre, qui a été mentionné plus loin, et on était la première phase des bassins du Havre. On a souffert parce que, je dirais, notre clientèle aussi a souffert là, une fois qu'ils ont aménagé. On était censé, c'était un concours, on avait gagné les différents lots et peut-être pour mettre en contexte, c'est excessivement difficile d'avoir du terrain. Des fois, on passe des années à réussir à acheter un terrain. Bien, à ce moment-là, on a laissé aller du terrain parce que ça a été très, très difficile de sortir le premier lot, de réussir à vendre suffisamment rapidement dans un quartier. Bon, peut-être c'est une erreur qu'on a fait. Notre première phase s'adressait principalement à du baby boomer. Donc, évidemment, c'est peut-être une clientèle qui est moins prête à vivre dans un chantier. Si on s'était adressé peut-être à des jeunes professionnels, mais assurément, les familles sont peut-être pas une clientèle qui vont déménager jour 1 non plus. Donc, il faut avoir toute cette réflexion-là dans la séquence pour que ce soit le moins nuisible possible dans la réalisation. Moi, j'aimerais rajouter, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'aimerais rajouter la question de la gouvernance. Quand on prend l'exemple de Angus ou les bassins, l'évolution du projet est hyper important. Effectivement, ce n'est pas juste dans 10 ans, c'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des ajustements de stratégie à faire. Dans les difficultés qu'on a, c'est lorsqu'on établit des normes, notamment des normes urbanistiques, c'est de les rendre assez flexibles à tout moment pour pouvoir adapter le besoin, l'opportunité, le projet, le besoin qui se présente au site. Si on ferme ça trop tôt, si c'est trop sévère comme fermeture, ça devient difficile et effectivement, on a une situation comme ça où un développeur ne sera jamais capable de s'approprier de tout ce site-là. Ça prend une gouvernance, ça prend une tête pensante qui assure cette suite-là. Oui. J'ajouterais aussi dans le projet qu'on s'apprête à développer à l'est du pont Jacques-Cartier, bon, c'est vraiment pas l'ampleur de l'hippodrome, mais on a quand même un 400 000 pieds carrés de terrain vacant. On a pris la stratégie, puis je pense qu'on en discutait à la pause, c'est une des premières à Montréal, on va avoir une maison de projet. C'est quelque chose qui arrive régulièrement en Europe sur les projets d'ensemble. Donc, une maison de projet, la façon de le décrire le plus simplement, c'est un peu comme un office du tourisme du projet. Et c'est une occasion pour venir se renseigner, pour venir faire évoluer le projet, parce que des projets de cette ampleur-là, ça va se développer probablement sur au moins 10 ans. Donc, les besoins jour 1 versus les besoins dans 5 ans, dans 10 ans, vont évoluer, vont changer. Quand on entendait Christian parler de son 6 étages ou de son 8 étages,
le projet il a été planifié il y a longtemps. Si on le regardait aujourd'hui, probablement qu'il y aurait 8 ou il y aurait 12 étages. Puis dans 50 ans, on va se dire, mon Dieu, comment ça qu'on n'a pas construit du 20 ou du 30 étages? Donc, c'est d'essayer d'anticiper les besoins et d'évoluer en ayant une agilité avec la communauté pour que les citoyens actuels et les citoyens à venir, parce qu'encore là, les citoyens qui vont arriver, quand on parlait de Griffintown encore une fois, il n'y en avait pas de citoyens dans Griffintown aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais il n'y avait personne pour parler en leur nom. À l'époque, on était au moment de faire la planification. J'en profite pour vous parler. Il y en a plusieurs défis. Je vais m'attarder sur le défi de la réorganisation de la mise en œuvre. Donc, c'est un beau concept. Je vais vous donner un exemple. Dans le site des ateliers municipaux, avec Coteau Vert, Un toit pour tous, on avait voulu aller plus loin dans la gestion des eaux usées sur site. De dire à la ville, votre système d'égout est sous-dimensionné, n'est pas capable de nous accueillir, bien, on pourrait faire un effort additionnel sur notre site, dans les projets, qui va demander des coûts additionnels, mais ça va peut-être éviter à la ville d'avoir à faire des nouveaux travaux d'infrastructure. On a essayé, on n'est pas arrivé, la logique des silos, de dire, bien, tant mieux si vous le faites, mais le transfert de fonds n'est pas venu. Donc, quand je dis réorganiser la mise en œuvre, ça veut dire, ben oui, si on veut innover dans notre écoquartier, si on veut au niveau de la gestion des eaux, au niveau de l'énergie renouvelable, est-ce qu'on envoie des nouvelles responsabilités aux futurs occupants, aux futurs propriétaires qui viennent avec probablement des coûts additionnels? Comment qu'on le finance? Donc, il y a vraiment, c'est un défi majeur de vouloir faire autrement, puis parce que on veut pas, là, on tombe aussi dans la question de la gestion des parties prenantes. La ville elle-même, elle a plusieurs parties prenantes. C'est fascinant, là. Il y a plusieurs directions, plusieurs départements qui sont mis en cause dans la mise en place du futur écoquartier. C'est un exemple. Alors, nous avons avec nous 3 personnes qui ont beaucoup d'expérience en matière de mise en œuvre de projets d'habitation de toutes sortes, à toute échelle. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? On peut se donner 10-15 minutes pour une période de questions. Alors, vous vous présentez au micro. Mais oui, il va y en avoir des questions. Laurence Vincent. Prevel is a name that's a household word in Quebec. I thank you and I wish you many more successes. The question, would your company entertaining buying one or more subdivisions of land for projects at the Blue Bonnet Homes if you were told that you could not have any parking for the purchasers or the renters, nor for that matter, even any parking outside for people that were visiting? If you were to take that flyer, do you think the banks or lending institutions would take the risk by giving you interim and long-term financing? Please comment. I'll first say that CURS exist and they're not going to disappear anytime soon. I believe in shared economy. So I think it's possible to have parking where they're not dedicated, so we can maximize them much more than if we had to have their own entire space. But the simple answer to your question is I don't think we could sell units with absolutely no parking. I don't think it's possible. Thank you, Valerie Plante. Alors, madame, on vous écoute pour votre question. Attendez, je peux juste intervenir sur votre parking. Votre commentaire de tout à l'heure était excellent. Le modèle d'Hydro-Québec, c'est la voiture électrique branchée chez nous le soir à 5 heures, qui va participer parce qu'il y a encore l'énergie dedans, qui va participer à la consommation d'énergie de mon unité. Bon, OK, c'est bien. Plus tard le soir, elle se recharge. Il y a vraiment une opportunité magique là, avec l'auto électrique. Mais ce n'est pas tout en fleurs. Ouais. La voiture électrique en Amérique du Nord vous consomme de l'énergie électrique. L'énergie électrique, elle est produite
par une consommation, par une production d'énergie fossile à une efficacité de 30 %. OK? Alors, 100 % d'énergie, 30 % en sort de nos centrales électriques, elle est consommée par nous comme pour se déplacer. Une voiture à combustion a une efficacité de 30 %. C'est un net zéro, là. Okay? Il ne faut pas oublier ça. La voiture électrique présente des opportunités, mais elles ne sont pas ce qu'on pense qu'elle est. Elle n'est pas aussi élevée qu'on pense qu'elle est. Dans l'échelle américaine, nord-américaine. Je ne dis pas que c'est pas une option. Là, dans mon argument, ce qui manque, là, c'est qu'est-ce que ça a coûté pour produire le pétrole. Okay? C'est le gain. Et le fait qu'on s'en va vers une production électrique verte. Alors allez-y, Oui. madame. Alors, Louise Constantin, Fédération des coopératives d'habitation. Je vais faire un petit préambule avant de poser une question à M. Baudouin. De mémoire, M. Iaccarini en fait bien ouvertement parlé d'erreurs. Il y en a eu des erreurs. La toute première phase du projet Angus, on a misé à 100% sur le résidentiel pour se rendre compte après coup que ça constituait une forme de désert puisque les gens n'ont pas seulement besoin de logement, mais de toutes sortes de services. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je crois qu'on s'est inspiré de cette erreur-là au moment de Griffintown pour dire on ne fera pas la même chose. Et ayant été témoin de cette époque-là, je peux vous dire qu'il y en a eu des consultations, il y en a eu des représentations, de la mobilisation, de la communauté, des organismes qui ont même été soutenus par des mécènes comme Mme Lambert et M. Daniel Langlois pour proposer un quartier équilibré. Mais ce n'est pas cette formule-là qui a été retenue. Aujourd'hui, on le déplore. Ça m'amène à parler des familles et ma question est un petit peu tendancieuse. Il y a eu au début des années 2010 un groupe de travail à Montréal sur quelles sont les mesures à prendre pour la rétention des familles et éviter le départ des familles en banlieue. Et si ma mémoire est toujours bonne, c'était M. Jean-François Lisée qui présidait ce groupe de travail-là. Et la conclusion qui est ressortie très fortement, c'était le premier critère, c'est le logement, c'est la disponibilité de logements familiaux. Et je pose la question en ayant déjà la réponse, mais j'aimerais peut-être vous entendre. Quelle est la place des familles et des logements familiaux dans le logement communautaire? D'accord. Juste avant de prendre cette question, je vais en prendre une autre question, puis après, on va répondre en même temps. Je suis pressé par le temps, c'est pas parce que... Je vous comprends. Bon. Monsieur. Veuillez vous nommer. Oui, mon nom est Manirou Zaman de la Commission scolaire de Montréal. J'ai une petite question. Pour attirer les familles dans le secteur hippodrome Namur, il faut avoir des services essentiels. Parmi les services essentiels, je pense que c'est la construction des écoles primaires, secondaires. Comment s'assurer qu'on pourrait intégrer la question des écoles dès le début? Comment s'assurer que ça soit fait? Parce que juste ici, dans le secteur Triangle, il y a des familles déjà installées, il n'y a pas d'école. Aussi, dans l'Angus, la question d'école n'est pas assez en voie d'être réglée. Et aussi, monsieur a mentionné la question Griffintown aussi. C'est juste pour ma question, c'est que comment en la lumière des expériences, comment on pourrait s'assurer que ça soit intégré dans la planification dès le début? Alors, merci. Je pense que les deux questions se recoupent. Hein. Faire la place à des familles, c'est aussi s'assurer de la construction de services aux familles, particulièrement des écoles. On a vu des exemples où ça a réussi et d'autres où ça tarde à venir. Votre commentaire là-dessus? D'abord, pour la commission scolaire, il faut changer leur méthode de calcul. Aujourd'hui, ils attendent d'avoir des gens résidents avec des enfants qui ont une carte soleil. Puis ça prend 5 à 10 ans de construire une école. Fait que faites le calcul entre le moment où on va avoir assez d'enfants avec une carte soleil qui habitent un quartier
et qu'on va avoir une école disponible, ben, l'enfant va peut-être avoir fini son primaire. Là, j'exagère, mais ça ressemble presque à ça. Donc, il faut anticiper. Pour anticiper, il me semble qu'il y a des modèles, puis le modèle de Griffintown pourrait nous servir, c'est-à-dire, il s'est construit combien d'unités en combien de temps, quel genre de typologie, puis je répète là, mon analogie, mon exemple sur les petites unités, mais c'est pas parce qu'il y a des petites unités qu'un jour, il n'y aura pas de familles qui vont se développer à partir de là. Donc, les gens vont se rencontrer, ils vont en faire. On dit que Montréal est une pépinière à bébés. Donc, ça veut dire que les bébés se font ici à Montréal, puis que les gens décident de quitter après, soit par le logement ou par manque de services. Ce qu'il faut faire attention, puis Griffintown, on a décrié bien avant que ce soit un problème. Il y avait l'école La Petite Bourgogne qui était à proximité, qui n'était pas remplie, et que les gens qui arrivaient dans le quartier ne voulaient pas envoyer leurs enfants à cette école-là. Donc, il y a tout un problème de mixité qu'il faut sensibiliser. Il faut travailler en amont, puis justement en créant des quartiers mixtes, c'est-à-dire qu'il va y avoir du logement social, il va y avoir du locatif, il va y avoir des gens qui sont propriétaires. Bien, ils vont se découvrir en même temps ensemble, puis ils pourront imaginer ensemble l'école du futur. Mais assurément, sur un site de cette ampleur-là, il faut avoir la vision de se créer une école. Dès le départ. Dès le départ. C'est ça. Alors, j'ai 3 autres personnes pour poser des questions. Il y avait la question de la famille. Vous considérez que vous avez Non, pas la été famille. répondu? La famille. Oui. Donc, la réponse, par rapport à quelle est la place de la famille dans un logement communautaire, je n'ai pas les chiffres exacts. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y en a pas assez à Montréal. Puis franchement, tantôt, avec la conférencière de Bordeaux, je trouvais ça assez inspirant d'entendre la Ville de Bordeaux qui investit les sommes nécessaires pour réaliser 3000 unités de logements sociaux par année. Donc, on n'est pas là en ce moment à Montréal. On est peut-être au tiers de ça. Puis, on a à répondre à plusieurs besoins, que ce soit les aînés, que ce soit des besoins particuliers, que ce soit, oui, la place aux familles, mais également des personnes seules. Quand on réalise des projets d'habitation, donc dernier commentaire par rapport à dernier commentaire. Quand on réalise des projets d'habitation, famille, il y a quand même une mixité. On parle de peut-être le tiers pour des très grandes familles, donc du 3CC et plus, le tiers pour des 2CC, puis l'autre tiers pour des personnes seules ou des couples. CC, chambre à coucher. Chambre à coucher, oui. 3 chambres à coucher et plus. Quand on tombe en densité, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On construit un 8 étages, puis on va avec ces catégories-là. À l'étape des ateliers municipaux, Rosemont, on n'était pas capable de faire ce pas mental, et on est resté avec du 3 étages et demi. Quand même une bonne densité, à partir du moment qu'on met beaucoup de familles, il y a quand même une bonne densité, même si on est dans un 3 étages et demi. Mais si on pense au futur écoquartier, probablement qu'on va falloir qu'on réfléchisse d'aller plus en hauteur pour dégager des espaces communs. Bassin du Havre, on l'a fait. La coopérative de Bassin du Havre, on parle de près de 180 unités, en fait 184, et on a été en hauteur. Donc, il y a possibilité d'aménager des espaces plus aux étages inférieurs pour les familles. Donc, il n'y en a pas assez, il en faudrait plus. Puis on est rendu à Montréal à réfléchir une autre densité pour l'intégration des familles. Monsieur. Bonjour, Derek Robertson. Les 2 dernières personnes avaient pas mal posé la question que ça m'intéresse, mais je veux retourner en ce qui concerne Griffintown. Moi, j'avais écrit une chronique 2010, une tiers de page dans la Gazette, en ce qui concerne le manque de vision pour Griffintown. On avait tout entendu les problématiques, qu'il n'y a pas d'école, pas de CPE, pas de services en proximité. Ma question était que, pour ce nouveau développement, si tout est encadré en avance, comme Mme Plante avait déjà essayé de faire avec le brasserie Molson puis Radio-Canada, planifier des espaces publics en avance, planifier des écoles, des CPE, des services en proximité, le CLSC, tout ça. Si
Ça, c'est comme pour Griffintown. Si ça, c'est tout obligé de faire ça en avance, OK, this is where the school's going to go, everything's going to go like this. Est-ce que ça va éviter les promoteurs privés ou publics de développer dans ce quartier, ou est-ce que ça a aidé vous de encadrer votre réalité, dans le sens que pour Griffintown encore, en 2009-2010, la ville est obligée de prendre un prêt de longue durée pour 85 millions de dollars pour racheter des terrains, pour créer des parcs, pour créer des espaces ouverts. Et on a juste entendu l'année passée, c'est une autre somme de 305 millions de dollars pour faire des trottoirs, des souterrains, des égouts, des affaires comme ça. Donc, une somme de 400 millions de dollars pour les infrastructures publiques dans un quartier qu'on fait à la fin. Mais la réponse est facile. C'est le rêve de tout développeur d'avoir un quartier entièrement desservi, puis le terrain va falloir plus cher le jour où il est desservi à ce point-là. On a visité des projets en Scandinavie, à Mavest, là, qui amenaient 3 lignes de métro dans un terrain complètement désert. Là. Après ça, il y avait les parcs, les écoles, tout était... Puis après ça, ils ouvraient en plus en concours d'architecture. Donc là, tu sais, les projets sont plus ingénieux les uns que les autres. La nuance que j'apporterais, puis c'est là tout le défi de réussir un développement d'envergure. Marchez-le, ce quartier-là, moi je l'ai fait, il n'y a pas d'âme. C'est tellement planifié que c'est mort. Donc, les rues sont larges, c'est magnifique, il y a des beaux arbres plantés à tous les endroits. Souvent, l'âme d'un quartier se retrouve dans l'imperfection. Et l'imperfection, c'est terrible à dire, mais c'est vrai qu'on sent mieux quand c'est pas parfait. Pourquoi on aime la transformation d'immeubles? Pourquoi on aime habiter dans un loft plus que dans un condo neuf? Bien, parce que la brique est un peu tout croche. Puis, bien, ça donne du cachet, c'est chaleureux. Donc, dans la planification, puis c'est là que je pense que l'appropriation citoyenne est particulièrement importante, c'est créons des lieux, puis après ça, laissons un naturel pour l'appropriation. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là entre la planification et la vie, l'âme, l'ADN naturel des quartiers montréalais. Même si la valeur augmente avant vous construire comme si les rues, les parcs, tous les aménagements sont déjà mis en place, ça va coûter plus cher. Mais... La valeur, dans les faits, c'est l'acheteur. Nous, on est juste une courroie de transmission entre... on achète un bien pour le revendre plus tard. Fait que s'il est plus cher jour 1, le niveau foncier, bien, il va avoir une plus grande valeur à la fin. Si on veut limiter l'offre finale, il faut limiter le foncier. Donc, c'est de trouver un équilibre. Mais de toute façon, selon moi, il va falloir en construire des parcs, il va falloir en construire des écoles. Fait qu'aussi bien les prévoir en amont que de payer plus cher par après. Alors, j'ai interrompu cette passionnante conversation pour donner la parole aux 2 dernières personnes à qui je vais demander de poser leurs questions. Allez-y, madame. Oui. Comme ça. Okay. Dans le micro. Je vais essayer de faire ce cours. Ah oui, c'est une bonne idée. Cette notion que écologique, c'est plus cher. Puis qu'il faut absolument penser à la présence de la voiture. Alors là, je me dis, on vit une crise écologique, on vit évidemment à Montréal une terrible situation au niveau de la circulation et une crise un manque d'espace vert dans ce quartier. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Le coût réel de la voiture dans le cadre d'un projet comme ça, je me demande ça serait quoi? T'sais, si on veut comparer écologique et ce qui est conventionnel, là, moi, je me demande si c'est pas l'autre, en fait, réellement. Si on tient compte de la santé, oui. Mais vous avez raison, la voiture est plus chère. Construire des parkings souterrains, c'est très cher. Voilà. Le problème, c'est que s'il y a personne qui est prête à vivre sans voiture, on ne sera pas capable de vendre les unités. Fait que c'est de faire face au marché. Puis, pour revenir à votre question initiale, puis répondre à la vôtre,
il y a de l'espoir. Dans le sens que dans Griffintown, nous, on avait 2 projets. On avait les projets des bassins du Havre qui s'adressaient davantage à des baby boomers, puis on avait le projet de l'année qui s'adressait principalement à des premiers acheteurs. Notre ratio de stationnement pour les bassins du Havre est de 1,1, c'est-à-dire que pour une unité d'habitation, il y a 1 stationnement. On a manqué de stationnement, on s'est fait taper sa tête par nos clients en disant « ça n'a pas de maudit bon sens, j'achète une unité, je peux pas avoir 2 voitures, etc., etc. » Dans Lanny-sur-Ville, mon ratio de stationnement est de 0,4. C'est-à-dire que pour une unité d'habitation, j'ai juste 0,4 de stationnement. Donc, c'est probablement générationnel. Les jeunes tendent à vivre avec de moins en moins de voitures. Mais là, on s'entend, on n'a pas tant d'unités familiales que ça. Est-ce que ça veut dire que ça va disparaître complètement? Probablement pas, mais il y a une tendance à la baisse. Il y a de l'espoir. Et vous avez un mot d'espoir? Oui. Oui, un petit élément d'espoir. Dans la coop Côte-au-Vert, un toit pour tous, 155 unités de famille. On a 12 places de stationnement pour 155 ménages. Pourquoi? Parce qu'on est à côté d'un métro. On a donc accès au transport collectif. On a figuré, on s'est assuré d'avoir des aménagements pour faciliter le transport actif. Et il y a évidemment les services de proximité, ce que vous pouvez planifier dans votre écoquartier ici à côté. Monsieur, vous avez la dernière question. My name's Sokert. I'm from Project Genesis. Bonjour, Madame de Monsieur. My question is, I live in the neighborhood, so it's really hard in the neighborhood when you've been living there for so long and you see all the gentrification going on, all the condos coming up and people getting evicted from their buildings, because I got evicted from my building and it got turned into like a semi-condo. He raised up the rent like 1,000%. He said we had a chance to come back, but nobody can pay that amount of rent. So my problem is Blue Bonnet, we've been fighting for it for like a long time, just asking for a small percentage for social housing so that people can get off the street and have a roof over their head, because housing is not a privilege, it's a right. Everybody should have the right to have decent housing and a roof over their head, you know, and you have all these experts, everybody comes in and they talk like they know what the neighborhood need. Do they live in the neighborhood? No. If you want to talk, come live in the neighborhood for a month. Then you can come talk, I'll listen to you, I'll say, well, okay, you walk a mile in my shoes, you could understand the pain that people are suffering in the community when they see all this stuff going on and they're being pushed out, you know, and the problem isn't getting any better, it's getting worse. And you can take a metro ride in the morning and you see people sleeping in the metro on the floor, sleeping outside when it's minus 20 degrees. That is not right. You understand? So, I mean, it's nice hearsay talk and you have consultation and the city always, we don't have money, but they got money for consultation. It's not free. Where the hell is the money coming from? You understand? All this wasted effort and money going towards, I don't know what. Why is it so hard to build a small percentage of social housing for the neighborhood when you're coming and disrupt the neighborhood? It's really not right. And it's inhumane, actually, to the point. You know, and that's my question. Everybody's talking, but c'est bon, peut-être ça pourrait être le. Alors, ça pourrait être votre mot de la fin, parce que vous avez chacun dans vos présentations parlé de l'importance de la mixité sociale, l'importance de faire de la place à des gens aux revenus et aux différents. Et là, on a un nouveau quartier, mais c'est un nouveau quartier quand même adjacent à des quartiers existants. Il y a déjà des gens qui arrivent. Comment, dans les quartiers qu'on bâtit de zéro, on intègre les gens qui viennent des alentours, des nouveaux terrains qu'on développe? Assurément, il faut qu'il y ait du logement social sur le site. C'est inévitable, là, que ce soit du 20, du 30, du 50, dépendamment de la décision que la Ville prendra. Il y aura du logement social sur ce site-là. Je pense que, même si c'est pas moi qui prends la décision, je suis pas mal sûre que je peux me commettre là-dessus. La réponse, après ça, il y a 2 choses. Au niveau de la densité, plus on va créer de densité, plus ça va être facile de créer de la densité de logement social. Donc, si on crée 1000 unités, on va avoir 200 logements sociaux. Si on en crée 10 000, on va en avoir 2000. Là. Fait que c'est d'y aller au prorata.
il faut aussi s'assurer que le logement social, puis c'est là où c'est moins mon expertise, mais est dédié aux gens du quartier. Je trouve ça toujours dommage quand on a créé des coopératives d'habitation dans Saint-Henri, puis c'était pas nécessairement des gens de Saint-Henri qui avaient droit parce qu'ils sont sur une liste depuis plus longtemps. Donc, il y a quelque chose à réfléchir là pour favoriser les gens du quartier en premier. Mais plus loin que ça, on peut créer des projets exemplaires, puis on peut avoir du logement social, faire de l'écoquartier, essayer de répondre à toutes les demandes avec la belle vision. En bout de ligne, on tombe sur un processus référendaire. Et même si les urbanistes, les économistes, les gens de la ville, les politiciens, etc., sont pour le projet, puis que des gens s'opposent au projet parce que c'est trop dense ou parce que eux ça leur plaît pas personnellement, mais là on va jouer contre l'intérêt personnel versus le bénéfice puis le gain pour la société dans son ensemble. Fait que c'est cet équilibre-là, puis en espérant que justement l'OCPM va miser sur le bien commun puis va favoriser ce qui va aider l'ensemble de la collectivité. Merci. Vous êtes sans doute au courant de la nouvelle norme du 20-20-20 à Montréal. Juste pour l'expliquer un peu, c'est que 20% des unités doivent être familiales, 20% doivent être abordables, et il y a une norme d'abordabilité établie par règlement, c'est-à-dire le loyer est fixé ou l'achat est fixé à des seuils qui sont à valeur moyenne du quartier. Donc, ça reflète le besoin, la réalité du quartier. Et le troisième, ça, Jean-Pascal peut attester, c'est le 20% social. C'est pas rien, là. C'est beaucoup d'unités. Quand on parle au bassin, la présence du projet social est importante. Voilà, je pense que c'est une belle politique. Je pense que ça va enrichir. Et l'important d'amener la communauté locale, on considère que c'est toujours un enrichissement d'une collectivité, les diversités culturelles. Ça, il va falloir faire passer ça là, comme message. On retient, M. Baudin. Oui, ça m'apparaît évident que pour que l'écoquartier, quand on parle d'écoquartier, un élément majeur, c'est son insertion dans une dynamique de la ville. On ne veut pas faire une ville à part dans la ville. On veut vraiment que ça s'insère dans ce qui existe. Donc, il y a un exercice qui doit être évidemment fait en termes d'analyse, en termes de besoins. Ici, la ville est propriétaire de l'hippodrome. Le secteur qui est en ce moment sous consultation, c'est un secteur qui est plus grand, mais quand même, est-ce que c'est possible que la ville soit un peu plus exemplaire par rapport à la place qu'on laisse au logement social? Ça se peut. Ça va dépendre de ce qui va être énoncé de la part de la population dans le cadre des consultations publiques. Donc oui, il y a un coût aux consultations publiques, mais l'avantage, c'est que ça permet d'entendre l'ensemble des intérêts. Puis si, ici, dans le secteur, il y aurait matière à demander à la Ville d'être exemplaire au niveau de la place qu'elle laisse au logement social, bien, c'est l'espace pour le faire. Donc, merci. Alors, merci beaucoup aux trois conférenciers. Merci.